Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dès le début du XIXe siècle, la France se dote d'une police sanitaire, notamment à Paris où un arrêté du 13 octobre 1800 stipule que les maires et leurs adjoints doivent désigner 1 ou 2 officiers de santé pour vérifier les décès. Au XIXe siècle, la législation sanitaire existe véritablement bien. Or, pour autant, il est impossible d'affirmer qu'elle est matière de loi courante pour régler l'ensemble des problèmes de santé publique qui submergent le quotidien de la population française, d'une société éprise par toutes sortes de maladies qu'elles soient virales ou non et par toutes sortes de maux qui portent atteinte à la santé humaine. Nous pouvons dire que l'installation des structures relatives à l'hygiène au XIXe siècle est lente mais toutefois progressive. Le pays est conscient des problèmes de santé surtout lorsque les épidémies aux allures de météorites frappent de façon imprévisible et en mode dispersé, devant mentionner au passage les plus courantes d'entre elles, variole, fièvre typhoïde, diphtérie, scarlatine, coqueluche, fièvre jaune, choléra, tuberculose. Ces maladies provoquent stupeur et effroi de la population, lorsque ces maux viennent à décimer les communautés en un laps de temps très court. Et sans que les autorités gouvernementales puissent donner naturellement des explications rationnelles à ces tragédies d'hécatombes humaines. Du moins pas avant l'avancée des travaux de microbiologie en la matière, soit dès la fin de la première moitié du XIXe siècle. Il faut savoir à ce sujet qu'entre 1831 et 1914 le Parlement français va élaborer exactement 1226 textes législateurs, dont un bon nombre concernent très directement l'hygiène et la santé publique, alimentant de manière progressive un code juridique de la santé collective qui vient édicter les règles de conduite citoyenne. Convenons que pour l'époque c'est un outil de réglementation civile fondamentale qui manquait cruellement jusqu'ici aux autorités et aux hygiénistes pour agir en pleine liberté légale. Cette production de jurisprudence bien moins connue que les autres se décompose de la manière suivante. Nous avons, entre 1831 et 1875, 5,43% de textes législatifs, soit 239 textes sur 44 années. Entre 1875 et 1900, 11,08% de textes législatifs, soit 277 textes sur 25 années. Entre 1900 et 1914, 47,3% de textes législatifs, soit 710 textes sur 15 années. Dans cette juridiction spécifique, il faut savoir que les questions sont aussi variées qu'utiles. Pour prendre des exemples concrets, il est traité de la prise en charge des vieillards abandonnés et des malades incurables, de la nécessité de créer des asiles pour les enfants pupilles de la nation et les aliénés indigents, de la création de caisses de retraite pour les ouvriers, de la réglementation imposée aux distillateurs et aux bouilleurs de cru, de la liberté des funérailles, de la police sanitaire des animaux, de l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture des bâtiments, mais aussi de la petite propriété et des maisons à bon marché, de la prostitution des enfants mineurs, de la préparation de la vente et de la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits analogues, et de l'organisation des services hospitaliers de l'armée dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils, de l'assainissement des voies publiques. Ce sont des sujets qui touchent, de façon directe ou indirecte, à la santé des populations et au caractère de salubrité des lieux de vie citoyenne. Il est important de dire qu'à ce propos la législation sanitaire devient courante à partir de 1870, atteignant un pic de production de lois en 1914. La périodisation 1900 à 1914 ne fait que confirmer la production des textes des 30 premières années du régime politique récemment mis en place. Période antérieure au régime de Troisième République, les lois sanitaires sont peu nombreuses malgré les tentatives d'organisation des autorités et l'existence locale et départementale des structures d'hygiène publique. L'action des hygiénistes à combattre les maladies ou l'insalubrité est vaine, tant qu'il n'existe aucune législation adaptée aux problèmes posés. Entre 1800 et 1870, la législation sanitaire se résume à très peu de lois qui seront révisées sous la Troisième République, tant elles ne correspondent plus aux réalités du terrain, tant elles sont peu appliquées ou mal appliquées. Elles sont les suivantes. Loi du 3 mars 1822 relative à la défense sanitaire aux frontières. Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés. Loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers.
Arrêté du 10 août 1848 qui établit près du ministère de l'Agriculture et du Commerce un comité consultatif d'hygiène publique et supprime le Conseil supérieur de santé. Arrêté du 18 décembre 1848 sur l'organisation du Conseil d'hygiène publique et de salubrité, qui va se généraliser à l'ensemble des départements français. Loi du 10 janvier 1849 sur l'organisation de l'assistance publique à Paris. Loi du 19 janvier 1850 relative à l'assainissement des logements insalubres. Loi des 10, 19 et 27 mars 1851 sur la répression des fraudes et falsifications dans la vente des marchandises. De façon réelle, ces lois reflètent la législation sanitaire de la première moitié du XIXe siècle. Elles permettent de réguler l'activité des hygiénistes. Malheureusement, ces mesures sont peu suivies des faits, confrontées à des préoccupations en matière sanitaire et sociale de plus en plus croissantes et de plus en plus urgentes à régler. La misère est grande et les besoins de soulager les souffrances sont multiples, indépendamment des efforts fournis par les hygiénistes, à tenter de s'organiser et à gagner en reconnaissance d'activité vis-à-vis de l'État. Qui, rappelons-le à propos de leur statut, œuvrent à titre gratuit, sans pouvoir de sanction pour punir les fauteurs de troubles. Il faudra donc attendre la Troisième République pour voir émerger une organisation efficiente de l'hygiène et de la santé, à vocation publique, en France. Ainsi, de manière progressive, l'État va comprendre l'intérêt des enjeux d'une politique de santé à mettre en place, d'une prophylaxie visant à approuver les moyens de lutte contre les vagues épidémiques des maladies contagieuses qui déciment des populations entières. En dehors du corps médical parlementaire, les législateurs de Troisième République comprennent assez rapidement les bienfaits d'une police sanitaire pour traiter en partie les plus déshérités, pour éviter la prolifération de la paupérisation et pour enrayer la conformité des plus déshérités à cultiver les vices contraires à la morale civique. Quand ce ne sont pas les législateurs industriels eux-mêmes, qui y voient un intérêt de production plus intensive avec un potentiel de main-d'œuvre d'une population ouvrière aux forces vitales renouvelées et d'un meilleur contrôle sur celle-ci. Pouvons-nous déclarer que la législation sanitaire se résume à quelques grands domaines sensibles? Ils sont les suivants. L'assistance publique, la bienfaisance, les caisses de secours et de retraite, les assurances sociales. Les aliénés et les prisons. Les établissements industriels classés comme dangereux et incommodes. Les denrées alimentaires et les boissons. Les épizooties et les épidémies. Les logements insalubres et les habitations à bon marché. Les institutions de santé publique. L'exercice de la médecine vétérinaire et la pharmacie, l'organisation de l'hygiène publique. L'hygiène et la sécurité des travailleurs. Présentation du livre. Avec un axe de recherche fixé sur les archives originales de première main, soit les archives parlementaires, soit les archives médicales d'hygiène et de santé publique du XIXe siècle, mais aussi du XXe siècle, ce livre tend à rendre compte de l'histoire toute avant-première singulière de la naissance de la législation sanitaire dans le cadre historique de la nouvelle constitution parlementaire de 1875. Dans ce régime politique républicain de fin de siècle, tant soit prometteur, tant soit peu salvateur à l'annonce des promesses des mandataires élus, qui renvoie bien évidemment au nouveau régime politique de Troisième République, j'essaie de comprendre le quotidien concret du pouvoir législatif par l'engagement respectif des élus en tant députés et sénateurs. En appréhendant, très justement, l'engagement politique des médecins qui réfléchissent de façon concrète sur ces questions de santé collective dont la moitié d'entre eux appartiendront à des réseaux hygiénistes locaux pendant tout le XIXe siècle, afin d'interpeller les autorités gouvernementales sur le quotidien citoyen confronté à des problématiques de santé sociétaire majeures. En examinant pièce par pièce historique, les réflexions, les travaux et les discours prononcés dans les chambres à partir d'un des textes fondamentaux qui renvoie à la loi du 15 février 1902, en référence à la juridiction sanitaire produite depuis 1870, c'est l'occasion de voir si ces élus politiques issus du corps médical servaient de médiateurs scientifiques renvoyant aux découvertes de la microbiologie pasteurienne, révélées pour celle-ci entre 1855 et 1870, et aux prouesses médicales du XIXe siècle qui donnent à penser qu'une politique de la législation sanitaire devait s'imposer, en urgence, à la France de manière définitive dans les premières années du nouveau régime démocratique.
en précisant qu'il s'agit bien d'évoquer une législation de santé publique retardataire en matière du droit à la santé comparée, et rapportée aux nations voisines. Au fil de la lecture, nous pourrons nous interroger si ces législateurs médicaux sont les auteurs exclusifs de la fabrication de ces lois, en particulier du texte majeur de la protection de la santé publique voté le 15 février 1902. Pourquoi vouloir étudier les médecins législateurs ? Parce que ce sont les parlementaires les mieux à même, par leurs activités professionnelles, à répondre aux questions de santé médicale, privée ou collective, de la société. Pour le lecteur se succède alors une foule de questions. Est-il légitime par exemple de s'interroger sur le fait que leurs homologues du monde politique avec des professions différentes ont-ils voix au chapitre ? Quels sont les enjeux et les priorités de la société française dès les lendemains de la défaite militaire de 1870, qui donnent à constater une nation ternie, désorganisée, traversant une crise identitaire profonde, d'une situation en berne économique, où les lois d'un marché libéral encouragé par l'État priment à devoir composer avec le nouveau régime constitutionnel, d'une société française qui est pétrie dans la misère et la maladie concernant les classes les plus modestes d'entre elles? Quel va être le sort réservé à ces propositions de loi relatives aux problèmes des maladies épidémiques, aux pollutions environnementales nocives de plus en plus nombreuses et courantes, à l'alcoolisation et à la débauche à outrance des classes sociales désœuvrées dont un certain nombre de travailleurs peuvent être privés d'activités salariées en raison de conjonctures économiques peu opportunes, connaissent le chômage et sont démunis d'assurance sociale. Et bien sûr des politiciens, élites sociales incluses, confrontés sans aucun doute à la question d'un dépeuplement démographique du pays à situation critique visible. Quel est ce courant hygiéniste émerge du XIXe siècle en France, qui prétend imposer ce tout nouveau droit, de la santé publique? Qui sont ces hygiénistes? Formeront-ils un parti politique de l'hygiène au cœur des chambres parlementaires, dont nous pouvons penser a priori qu'il est incarné par le corps médical législateur républicain en raison du constat de ces lois sanitaires produites et votées en grand nombre au même moment où ces médecins s'engagent en politique? Existe-t-il un lien entre ces deux phénomènes? Quelle coïncidence étrange faut-il souligner à cette occasion? Ce livre tente de répondre à ces très multiples interrogations. À la réflexion de fond prétendue, il s'agit de rendre compte, ici, d'une investigation de l'histoire parlementaire et politique, corrélée à l'émergence épisodique d'un droit à la santé perçu secondaire à l'époque et rapporté dans l'histoire du quotidien et du politique de la société française de cette fin du XIXe siècle. C'est chose faite à présent. Pour répondre à ces différents objectifs, la démarche d'inventaire et d'analyse basée sur des archives originales a été opérée de manière respective dans les bibliothèques et les services de l'Assemblée nationale, puis du Sénat, des Archives nationales et départementales de France, des bibliothèques de l'Académie nationale de médecine, de la Faculté de médecine de Paris-Descartes, des services des archives de l'AP-HP et de la Préfecture de police de Paris, de la Bibliothèque administrative de la ville de Paris. Liste de consultation à laquelle il faudrait y ajouter bon nombre d'autres lieux d'information très précieux. Comptabilisant 13 années consacrées à cette vaste recherche empirique doctorale sur ce sujet, il est bon de préciser que ce travail représente pas moins de 140 000 clichés photographiques d'archives authentiques pris spécialement à cet effet, fournissant après lecture des documents, 3000 pages de notes personnelles et l'ambition des apostrophes. Élaborer un dictionnaire biographique des médecins législateurs, composé de 2000 pages brouillons suspendus d'écriture en raison du manque actuel de finances. À l'ordre du déroulé du plan, il s'agit de balayer, dans un premier temps, le registre thématique de ces lois de jurisprudence sanitaire et d'embrasser les problématiques majeures de santé collective qui régnaient à l'époque. Dans un second temps, il s'agit de comprendre les difficultés et de percevoir les enjeux du droit à la santé à partir d'un texte clé qui correspond à la loi du 15 février 1902 relatif à la protection de santé publique. Cette loi représente, à elle seule, le couronnement de l'énergie dépensée à forger ces lois sanitaires au cours des 3 premières décennies de ce régime parlementaire. Le regard porté sur le sujet est celui d'un chercheur en sciences humaines qui tente d'expliquer les textes de loi à partir d'un travail législateur de très haute expertise de ses élus politiques à penser une juridiction citoyenne qui sera à appliquer sur le terrain, tout en veillant à rendre compte au lecteur des grandes difficultés de rédiger un ensemble d'articles de loi,
formant un corps de réglementation cohérente, applicable à la situation des infractions citoyennes commises. En effet, dans ce livre, nous révélons bien un ensemble de difficultés. 1 degré, celle de la révélation première et progressive d'un code de la santé publique, dans un contexte de nation tourmentée des lendemains déchus de guerre 1870 à 1871 plongée en quête de sens identitaire, et cette société chaque jour confrontée à son lot de malheurs contraignants d'épidémies récurrentes avec ses si nombreuses maladies, absence de budgétisation pour des moyens matériels et de personnel médico-hospitalier, et bien sûr des misères, des chômages, des débauches et des décadences sociales criantes. 2 degré, celle de l'élaboration des lois de santé qui n'interpellent pas la majorité parlementaire de l'époque, si ce n'est que pour entendre les mécontentements et les contestations des législateurs, tous affairés à leurs préoccupations personnelles, d'élus et de mandats politiques, à renouveler. 3 degrés, celle d'application de nouvelles mesures de réglementation législative sanitaire concrètes, qui vont bouleverser les mentalités d'une société française méfiante, très peu encline au changement, et parfois très éloignée de ces considérations de salubrité qui la concernent au quotidien. C'est bien connu, les prises de conscience des problèmes communautaires se manifestent toujours dans la panique et l'urgence. C'est pourquoi, depuis le commencement du XIXe siècle, les hygiénistes, dont il faut noter l'adhésion forte et fidèle des médecins à ce cercle de pensée et d'activité philanthrope dès la fin du XVIIIe siècle, ont le souci d'alerter en permanence les autorités des dangers et des menaces potentielles, même des conséquences, qui pèsent sur la santé humaine. Grâce à ce mouvement hygiéniste intimement lié aux avancées considérables de la science, la France du XIXe siècle va connaître ses premières heures de gloire en arborant fièrement son glaive national, celui d'une santé publique nouvelle dès 1870 jusqu'en 1914. Le XXe siècle passé, la présence au pouvoir du docteur Georges Clemenceau de profession médicale, personnage bien mieux connu sous son titre de ministre de la guerre, va enfin œuvrer pour cette politique de santé aux confins d'une société transformée, avec des problèmes de santé nouveaux et des demandes citoyennes désormais sans cesse plus nombreuses, à mesure que les moyens matériels et les prises en charge de la population en difficulté ont été mis au point par l'État. Ici s'effeuillent ainsi les pages de l'Almanach du grand siècle. Avec naturellement les épisodes d'une histoire sociale, médicale et politique de la société française qui s'apprête à tourner la page du grand livre de l'histoire. Grâce aux archives des grandes institutions nationales, administratives, politiques, médicales, conservées de façon extrêmement remarquable dans les grandes institutions du pays, nous allons comprendre que les législateurs, toutes professions sociales confondues, combattent sans pitié et sans relâche dans l'échiquier politique. Interpellation, concertation, opposition, volte-face sans nul doute en matière du pouvoir législatif, il y a du rififi au Parlement français. Section 1. Chapitre 1. Contexte législatif et thématique d'émergence de la juridiction sanitaire. Un contexte historique de la vie constitutionnelle parlementaire. Jusqu'aux lois constitutionnelles de 1875, la République vit dans le provisoire. L'Assemblée nationale, élue au scrutin de liste le 8 février 1871, se déclare dépositaire de l'autorité souveraine et elle nomme le 31 août 1871 Adolphe Thiers chef du pouvoir exécutif de la République française, loi Rivet. Le chef du pouvoir exécutif exerce ses fonctions, sous l'autorité de l'Assemblée nationale, avec la participation des ministres qu'il choisit et qu'il préside. Le 1er mars 1871, l'Assemblée nationale prononce la déchéance de Napoléon III et de sa dynastie. L'Assemblée nationale siège à Bordeaux puis transfère son siège à Versailles. En attendant la promulgation d'une constitution, elle vit au jour le jour en légiférant sur des textes au gré des circonstances. La loi du 10 août 1871 réorganise les conseils généraux qui doivent avoir 2 sessions par an, augmente de façon considérable leurs attributions et autorise la publicité de leurs séances. Thiers ayant été renversé le 24 mai et le maréchal MacMahon ayant été désigné pour lui succéder, la loi du 20 novembre 1873 fixe à 7 ans les pouvoirs du président de la République. L'Assemblée nationale composée en majorité de monarchistes est impuissante à établir un autre régime que la République qu'elle organise de manière définitive, en votant par défaut la Constitution de 1875.
Les 2 premières lois constitutionnelles furent votées sur le rapport d'une commission de 30 députés élus par l'Assemblée pour étudier les projets constitutionnels. Article 2 de la loi du 20 novembre 1873. Le 15 mai 1875, les membres de cette première commission donnèrent leur démission. De juin 1874 à janvier 1875, les députés se querellent sur la nature du septennat. Les monarchistes veulent organiser les pouvoirs d'un seul homme incarné par MacMahon. Les républicains réclament un système institutionnel qui perdure dans le temps, celui de président de la République. Le texte constitutionnel qui prévoit un président de la République est rejeté. Le 21 mai, l'Assemblée nomme une nouvelle commission qui élabora une dernière loi constitutionnelle votée 2 mois plus tard. Les lois constitutionnelles sont donc au nombre de 3. La loi du 24 février 1875 porte sur l'organisation du Sénat, la loi du 25 février porte sur l'organisation des pouvoirs publics et la loi du 16 juillet porte sur les rapports des pouvoirs publics. Elles sont complétées par 2 lois organiques, celle du 2 août sur l'élection des sénateurs et celle du 20 novembre sur l'élection des députés. Ces lois constitutionnelles fondent le régime de la Troisième République, si souvent menacé par les conservateurs farouches défenseurs du régime monarchiste. Les pouvoirs publics sont constitués de 2 chambres, système bicaméral, un ministère responsable devant elle et un président de la République. La Chambre des députés comprend 600 membres désignés par le suffrage universel direct. Élus pour 4 ans, ils doivent être âgés de 25 ans au minimum. Le Sénat présente un caractère plus aristocratique et conservateur puisque 75 sénateurs inamovibles se recrutent par cooptation, et que 225 sénateurs âgés de 40 ans au moins sont élus pour 9 ans avec renouvellement par tiers tous les 3 ans, par un collège électoral où dominent les représentants des communes rurales. La loi constitutionnelle du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, dont l'article 2 est issu de l'amendement Wallon, précise que le président de la République est élu par l'Assemblée nationale, réunion de la Chambre des députés et du Sénat, à la majorité des suffrages. Il est élu pour 7 ans. Conformément à l'article 5, le président de la République peut sur l'avis conforme du Sénat dissoudre la Chambre des députés. Il n'est responsable qu'en cas de haute trahison, article 6. Seuls les ministres sont politiquement et solidairement responsables, devant la Chambre des députés et le Sénat. Cette responsabilité apparaît pour la première fois à l'article 6 de la loi constitutionnelle. Le président de la République accomplit les actes de sa fonction. Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les 2 chambres. Il en surveille et en assure l'exécution. Il a le droit de faire grâce. Les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. Il dispose de la force armée. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il préside aux solennités nationales. Les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre, article 3. Il partage l'initiative législative avec les 2 chambres et promulgue la loi. Il dispose du droit de dissoudre la Chambre des députés. La Chambre des députés et le Sénat peuvent décider chacun à la majorité absolue des voix de réviser les lois constitutionnelles. La révision a lieu à la majorité des députés et sénateurs réunis en Assemblée nationale. La durée de 4 ans du mandat des députés est fixée par la loi organique du 30 novembre 1875. La loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat fixe l'âge des sénateurs à 40 ans au minimum et à 9 ans la durée de leur mandat renouvelable par tiers tous les 3 ans. En plus des 225 sénateurs élus par les départements, 75 sénateurs ont été élus à vie par l'Assemblée nationale avant que celle-ci ne se sépare. Il s'agit des sénateurs inamovibles. La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports entre les pouvoirs publics suggère que les 2 chambres se réunissent de plein droit pendant 5 mois chaque année. Le président prononce la clôture des sessions et peut convoquer les chambres en session extraordinaire. Le président de la République communique avec les chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre. Les ministres ont leur entrée dans les 2 chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
Il a l'obligation de les convoquer si la demande est faite par la majorité absolue des membres composant chaque chambre. Le président de la République peut demander une deuxième délibération de la loi. Il négocie et ratifie les traités sous réserve d'une autorisation des chambres pour certains d'entre eux. Il ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment des deux chambres. En cas de haute trahison, le président de la République mis en accusation par la Chambre des députés est jugé par le Sénat. Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont jugés par le Sénat. Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du président de la République, rendu en Conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentats commis contre la sûreté de l'État. La loi du 21 juin 1879 abrogeant l'article 9 de la loi du 25 février 1875 transfère le siège des pouvoirs publics de Versailles à Paris. La loi du 14 août 1884 portant révision partielle des lois constitutionnelles supprime les 7 premiers articles de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 relative à l'organisation du Sénat. Une loi ordinaire du 9 décembre 1884 supprime le statut de sénateur à vie et élargit les modalités d'élection des sénateurs. La première mesure réformant le Sénat porte sur les sénateurs à vie. L'article 1er du texte porte en effet. Le Sénat se compose de 300 membres élus par les départements et les colonies. En lieu et place des 225 élus et des 75 à vie, il n'y a plus maintenant que 300 sénateurs tous élus. Les inamovibles ne sont toutefois pas déchus de leurs fonctions, article 1er. Ils demeurent en place et ne sont remplacés qu'après leur mort. Les 75 sièges qui sont ainsi progressivement libérés sont attribués article 2 aux départements les plus peuplés. Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la présente loi, l'augmentation s'effectuera à mesure des vacances qui se produiront parmi les sénateurs inamovibles. À cet effet, il sera, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur. Cette élection aura lieu dans le délai de 3 mois à partir du tirage au sort. Toutefois, si la vacance survient dans les 6 mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu qu'au moment de ce renouvellement. Le mandat ainsi conféré expirera en même temps que celui des autres sénateurs appartenant au même département. Article 3. L'article 3 dispose ainsi qu'à chaque vacance d'un siège inamovible, un tirage au sort détermine quel département reçoit le nouveau siège, parmi les départements qui voient leur nombre de sénateurs modifié. Les pouvoirs du président de la République sont importants à la lecture des lois constitutionnelles. L'article 6 de la loi du 25 février 1875 précise que si les ministres sont responsables devant les chambres, le président de la République ne l'est pas. Jusqu'en 1875, le président de la République charge un membre du Parlement de former un gouvernement. Celui-ci porte le titre de vice-président du Conseil des ministres. Le président de la République préside lui-même le Conseil des ministres. Il faudra attendre les lois constitutionnelles de 1875 pour que le premier des ministres porte le titre de président du Conseil des ministres. Le président du Conseil des ministres ainsi nommé exerce aussi une fonction ministérielle. Les pouvoirs des deux chambres sont en principe identiques en matière législative ou de mise en jeu de la responsabilité ministérielle. Pour ne pas ralentir son activité législative, le gouvernement a recours aux décrets-lois qui permettent de modifier des textes législatifs. C'est un principe simplifié de machinerie législative qui permet de gagner un temps considérable sur les propositions et les projets de loi qui ne cessent de s'accumuler. Le Parlement a délégué, au gouvernement de la Troisième République, sa compétence dans un domaine qui relève de la loi et qui normalement appartient au Parlement. La pratique des décrets-lois était souvent utilisée sous la Troisième République, pour éviter la chute du gouvernement. L'Assemblée composée de la Chambre des députés et du Sénat pouvait renverser le gouvernement par un vote de défiance. Cette pratique de transfert des pouvoirs du législatif à l'exécutif s'organise, au mieux, afin de garantir une certaine stabilité au régime. Néanmoins, nous pourrons constater que la Troisième République aura été instable malgré cette mesure. 2.
Les grands thèmes de la législation sanitaire sous la Troisième République. En 44 ans, entre 1870 et 1914, les législateurs n'élaboreront pas moins de 187 lois émargeant à ces registres. Voici les principales thématiques dégagées d'une politique de santé et d'hygiène publique, nouvelle, très révélatrice des problématiques majeures de l'époque, véritable cancer de société qui se complaisent dans la pauvreté et qui se nourrissent silencieusement dans la saleté par le manque d'hygiène et des préoccupations d'une santé collective publique. Les tissus des cellules malignes appartenant à ce type de maladie sont insoupçonnables, et les effets sont prometteurs de désastres des vies humaines. A. L'assistance publique, la bienfaisance, les caisses de secours et de retraite, les assurances sociales. Assistance publique. Loi du 5 août 1879, Commission administrative des hospices, hôpitaux et bureaux de bienfaisance. Loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale et gratuite. Loi du 6 avril 1898 relative à la réinstallation de l'Académie de médecine. Loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés, Jo du 30 juin 1904. Loi du 28 juin 1904 relative à l'éducation des pupilles de l'assistance publique difficile ou vicieux, Jo du 30 juin 1904. Loi du 18 décembre 1906 modifiant les articles 13,14 et 15 de la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés, Jo du 20 décembre 1906. Loi du 26 décembre 1908, budget de 1909, articles 78 et 79, enfants assistés. Application de l'article 55 de la loi du 27 juin 1904, Jo du 27 décembre 1908. Loi du 28 décembre 1908, modifiant la composition de la commission centrale instituée par la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, Jo du 30 décembre 1908. Loi du 15 avril 1909 relative à la création de classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques, et d'écoles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriérés, Jo du 27 avril 1909. Loi du 13 juillet 1911, budget de 1911, article 99, modifiant l'article 39 de la loi du 27 juin 1904, enfants assistés, Jo du 14 juillet 1911. Loi du 13 juillet 1911, article 101. Dépenses de transfert et d'entretien des aliénés indigents, Jo du 14 juillet 1911. Loi du 12 juin 1913 portant approbation de la Convention signée à Genève le 6 juillet 1906 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne, Jo du 14 juin 1913. Loi du 14 juillet 1913 relative à l'assistance aux familles nombreuses, Jo du 15 au 16 juillet 1913. Loi du 5 août 1914 du ministre de l'Intérieur relative aux instructions d'hygiène qui doivent être remises aux bénéficiaires de la loi instituant l'assistance aux femmes en couches, Jo du 18 juillet 1914. Loi du 15 juillet 1914 complétant la loi du 17 juin 1913 sur l'assistance aux femmes en couches, par une disposition donnant compétence au Conseil de préfecture pour statuer sur les contestations relatives au domicile de secours soulevées à l'occasion de l'application de cette loi, Jo du 17 juillet 1904. Assurance sociale. Loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs. Loi du 19 décembre 1894 portant rectification de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs. Loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de retraite, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers. Loi du 21 avril 1898 ayant pour objet la création d'une caisse de prévoyance entre les marins français, contre les risques et accidents de leur profession. Loi du 24 mai 1899 étendant, en vue de l'application de la loi du 9 avril 1898, les opérations de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident. Loi du 14 juillet 1905 relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources, Jo du 15 juillet 1905. Loi du 5 août 1914 tendant à accorder, pendant la durée de la guerre,
Des allocations aux familles nécessiteuses dont le soutien serait appelé ou rappelé sous les drapeaux. Joe du 6 août 1914. Bienfaisance, caisse de secours et de retraite. Loi du 20 juillet 1886 relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Loi du 20 décembre 1908 modifiant le décret du 15 juin 1907 portant composition de la commission chargée de répartir les sommes provenant du prélèvement opéré sur le produit des jeux dans les cercles ou casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques en faveur d'œuvres d'assistance, de prévoyance, d'hygiène ou d'utilité publique. Joe du 21 décembre 1908. B. Les aliénés et les prisons. Aliénés. Loi du 25 juillet 1883 qui approuve la convention conclue le 27 septembre 1882 entre la France et la Suisse, en vue d'établir la réciprocité d'assistance en ce qui concerne les enfants abandonnés et les aliénés indigents. Prison. Loi du 5 juin 1876 sur le régime des prisons départementales. Loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée. Joe du 25 juillet 1912. Loi du 26 février 1914 portant création d'emplois au tribunal de première instance de la Seine, en vue de l'application de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et la liberté surveillée. Joe du 27 février 1914, titre seul. C. Les établissements industriels classés comme dangereux et incommodes, les denrées alimentaires et les boissons, les épizooties et les épidémies. EIDI et salubrité publique. Loi du 26 mars 1873 qui convertit en une taxe municipale l'obligation imposée aux riverains des voies publiques de Paris est de balayer le sol livré à la circulation. Loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite. Loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale, attributions respectives des maires et des préfets en matière de salubrité publique. Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles. Loi du 10 juillet 1894 assainissement de Paris et de la Seine. Loi du 8 janvier 1905 relative aux abattoirs, Joe du 12 janvier 1905. Loi du 23 février 1905, complétant l'article du Code rural, livre 3, section 2, et modifiant l'article 2 de la loi du 2 août 1884 sur la police sanitaire des animaux, Joe du 28 février 1905, titre seul. Loi du 7 avril 1908 relative à la répression des outrages aux bonnes mœurs, Joe du 9 avril 1908, titre seul. Loi du 13 avril 1910 concernant la création des stations hydrominérales et climatiques et l'établissement de taxes spéciales dans les dites stations pour favoriser le développement de l'industrie hydrominérale, Joe du 15 avril 1910. Loi du 15 décembre 1911 relative à l'assainissement de la côte orientale de la Corse, Joe du 21 décembre 1911. Loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, Joe du 24 juillet 1912. Denrées alimentaires et boissons. Loi du 2 août 1872 réglant les obligations imposées aux distillateurs et bouilleurs de cru. Loi du 23 janvier 1873 tendant à réprimer l'ivresse publique et à combattre les progrès de l'alcoolisme. Loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement, aux frais de l'État, dans les établissements d'eau minérale, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes. Loi du 4 mars 1875 relative aux droits sur les manquants chez les marchands en gros, bouilleurs et distillateurs. Loi du 14 décembre 1875 relative aux bouilleurs de cru. Loi du 17 juillet 1880 qui abroge le décret du 29 décembre 1851 sur les cafés, cabarets et débits de boissons. Loi du 10 décembre 1887 ayant pour objet l'institution d'un prix au profit de la personne qui découvrira un moyen pratique et usuel de déterminer, dans les spiritueux du commerce et les boissons alcooliques, la présence et la quantité des substances autres que l'alcool chimiquement pur ou alcool éthylique. Loi du 14 mars 1887 concernant la répression des fraudes commises dans la vente des beurres.
Loi du 14 août 1889 ayant pour objet d'indiquer au consommateur la nature du produit livré à la consommation sous le nom de vin, et de prévenir les fraudes dans la vente de ce produit. Loi du 24 juin 1889 Inspection sanitaire des viandes. Loi du 26 juillet 1890 concernant la fabrication et l'imposition des vins de raisin sec. Loi du 11 juillet 1891, répression des fraudes dans la vente des vins. Loi du 24 juillet 1894 relative aux fraudes commises dans la vente des vins, alcoolisation et mouillage. Loi du 6 avril 1897 concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels. Loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine. Loi du 16 décembre 1897 relative au régime fiscal des alcools dénaturés et à diverses mesures concernant les alcools. Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux. Loi du 29 décembre 1900 relative au régime des boissons. Loi du 27 juillet 1904 portant reconnaissance d'utilité publique de la Société scientifique d'hygiène alimentaire et de l'alimentation rationnelle de l'homme, Joe du 29 juillet 1904, titre seul. Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, Joe du 5 août 1905. Loi du 23 juillet 1907 portant modification de certaines dispositions de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine, Joe du 26 juillet 1907, titre seul. Loi du 23 juillet 1907 portant modification de certaines dispositions de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine, Joe du 26 juillet 1907, titre seul. Loi du 5 août 1908 modifiant l'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et complétant cette loi par un article additionnel, Joe du 11 août 1908, titre seul. Loi du 28 juillet 1912 tendant à modifier et à compléter la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, et la loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et le sucrage des vins, Joe du 1er août 1912, titre seul. Loi de finances du 30 juillet 1913, article 46 complétant l'article 9 de la loi du 17 juillet 1880, débit de boissons, Joe du 31 juillet 1913. Épizootie et épidémie. Loi du 25 novembre 1884 qui abroge celle du 15 juin 1878 autorisant l'aliénation du domaine de Villeneuve-l'Étang, Seine-et-Oise, et affecte au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts une partie de ce domaine en vue des expériences à exécuter sur la prophylaxie des maladies contagieuses. Loi du 24 décembre 1888 concernant la destruction des insectes, des cryptogrammes et autres végétaux nuisibles à l'agriculture. Loi du 29 décembre 1894 qui ouvre au ministère de l'Intérieur, sur l'exercice 1894, un crédit extraordinaire pour subvention au traitement de la diphtérie par la sérumthérapie. Loi du 25 avril 1895 relative à la préparation, à la vente et à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits analogues. D. Les institutions de santé publique, l'exercice de la médecine vétérinaire et la pharmacie, la police sanitaire des animaux, l'organisation de l'hygiène publique. Institutions de santé publique. Loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée, exemption, dispense et sursis. Loi du 7 juillet 1877 relative à l'organisation des services hospitaliers de l'armée, dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils. Loi du 21 décembre 1882 qui accorde des secours aux familles nécessiteuses de la réserve et de l'armée territoriale, pendant l'absence de leur chef. Loi du 1er juillet 1889 qui modifie la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée, et a pour but de donner une autonomie complète aux services militaires de santé.
Exercice de la médecine vétérinaire et de la pharmacie. Loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine. Loi du 10 avril 1890, création d'une école du service de santé de la marine et de 3 annexes, exercice de la médecine, etc. Loi du 15 juillet 1893, diplôme de chirurgien-dentiste. Loi du 15 avril 1898 portant révision de la loi du 16 mars 1882, en ce qui concerne le cadre des médecins et des pharmaciens militaires. Loi du 19 avril 1898 sur l'exercice de la pharmacie tendant à l'unification du diplôme de pharmacien. Loi du 29 avril 1908 déclarant d'utilité publique la Société de l'école et du dispensaire dentaire de Lyon. Jo du 30 avril 1908. Loi du 25 juin 1908 portant modification des articles 29, 30 et 31 de la loi du 21 germinal an 11 sur l'organisation des écoles de pharmacie. Jo du 2 juillet 1908, titre seul. Loi du 14 avril 1910, modifiant l'article 1er de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine. Jo du 16 avril 1910. La police sanitaire des animaux. Loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux. Loi du 6 août 1884 sur le Code rural, vice rédhibitoire dans les ventes et échanges d'animaux domestiques. Loi du 5 avril 1887 portant modification du tarif général des douanes en ce qui concerne les bestiaux. Inspection sanitaire. Loi du 31 juillet 1895 portant modification aux lois du 21 juillet 1881 et du 2 août 1884, relative aux ventes et échanges d'animaux domestiques. Loi du 12 janvier 1909, ayant pour but de combattre les épizooties et les maladies contagieuses des animaux. Jo du 15 janvier 1909, titre seul. Loi du 27 mars 1914 rendant obligatoire dans l'armée la vaccination antityphoïdique. Jo du 28 mars 1914. Organisation de l'hygiène publique. Loi du 21 juin 1898 sur le Code rural, livre 3, de la police rurale, titre 1er, police administrative. Loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique. Jo du 19 février 1902. Loi du 7 avril 1903, relative à l'application à la ville de Paris et au département de la Seine de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique. Jo du 9 avril 1903. Loi du 29 janvier 1906, modifiant les articles 20 et 25 de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique. Jo du 6 février 1906. Loi du 22 juin 1906, modifiant l'article 26 de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique. Jo du 24 juin 1902 sur la protection de la santé publique. Loi du 21 mars 1908 portant approbation de la Convention internationale signée à Rome, le 9 décembre 1907, pour la création à Paris d'un Office international d'hygiène publique. Jo du 24 mars 1908. Loi du 25 novembre 1908 modifiant l'article 25 des lois des 15 février 1902 et 29 janvier 1906 sur la protection de la santé publique, composition du Conseil supérieur d'hygiène publique en France. Jo du 27 novembre 1908. Loi du 16 juillet 1913 complétant l'article 7 de la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, en vue d'autoriser exceptionnellement les villes de moins de 20 000 habitants à avoir un service autonome de désinfection. Jo du 17 juillet 1913. Loi du 24 juillet 1913 portant approbation des articles 23, 27 et 28 de la Convention internationale signée à Genève le 6 juillet 1906 pour Amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5,6 et 21 de la Convention internationale signée de La Haye, le 18 octobre 1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève. Jo du 29 juillet 1913. L'hygiène et la sécurité des travailleurs. Hygiène et sécurité des travailleurs. Loi du 26 mars 1877, prévention contre les explosions dans les mines.
Loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Loi du 10 mars 1891 sur les accidents et collisions en mer. Loi du 20 juillet 1891 tendant à la création d'un office du travail hygiène et sécurité des travailleurs. Loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. Loi du 9 avril 1898 concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Loi du 30 juin 1899 concernant les accidents causés dans les exploitations agricoles par l'emploi de machines mouesses par des moteurs inanimés. Loi du 11 juillet 1903 portant modification de la loi du 12 juin 1893 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. Joe du 22 juillet 1903. Loi du 17 avril concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce. Joe du 20 avril 1907. Loi du 23 juillet 1907 relative à l'hygiène et à la salubrité des mines. JO du 1er août 1907. Loi du 20 juillet 1909 sur l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture exécutés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Joe du 22 juillet 1909, titre seul. Loi de finances du 13 juillet 1911, article 139, assimilant aux accidents du travail l'ankylostomiase des mineurs. Joe du 14 juillet 1911. Loi du 6 janvier 1912 portant approbation de l'arrangement signé à Paris le 15 juin 1910 entre la France et l'Italie, concernant la protection des jeunes ouvriers français travaillant en Italie et des jeunes ouvriers italiens travaillant en France. Joe du 9 janvier 1912. Loi du 13 décembre 1912 faisant bénéficier les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs des dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Joe du 15 décembre 1912, titre seul. Loi du 31 décembre 1912 modifiant certaines dispositions du livre 2 du Code du travail et de la prévoyance sociale, relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Joe des 2 et 3 janvier 1913. Loi du 31 décembre 1913 modifiant les articles 9, 12, 160 et 164 du livre 2 du Code du travail et de la prévoyance sociale, relatif au travail dans les mines. Joe du 1er janvier 1914, titre seul. F. Les logements insalubres et les habitations à bon marché. Logements insalubres et habitations à bon marché. Loi du 30 novembre 1894 relative aux habitations à bon marché. Loi du 31 mars 1896 modifiant l'article 11 et complétant l'article 5 de la loi du 30 novembre 1894 sur les habitations à bon marché. Loi du 12 avril 1906 modifiant et complétant la loi du 30 novembre 1894 sur les habitations à bon marché. Joe du 15 avril 1906. Loi du 10 avril 1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché. Joe du 12 avril 1908. Loi du 26 décembre 1908, budget, article 3, habitation à bon marché. Dérogation à l'article 2 de la loi du 31 mars 1903, Joe du 26 décembre 1908, titre seul. Loi du 26 février 1912 modifiant la loi du 10 avril 1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché, et abrogeant l'article 4 de la loi du 19 mars 1910 instituant le crédit agricole individuel à long terme. Joe du 28 février 1912. OI du 23 décembre 1912 modifiant et complétant la loi du 12 avril 1906 sur les habitations à bon marché. Joe du 23 décembre 1912. Loi du 21 mars 1913 admettant les sociétés et unions de sociétés de secours mutuels à bénéficier d'avances de l'État, en vue de l'application de la loi du 10 avril 1908 relative à la petite propriété et aux maisons à bon marché. Joe du 23 mars 1913. G. Protection, éducation, réglementation du travail au sujet de l'enfant. Protection. Protection des nourrissons, des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Loi du 23 décembre 1874.
Loi du 7 décembre 1874, profession ambulante. Décret du 8 février 1876, protection des nourrissons. Décret du 27 février 1877. Circulaire ministérielle du 20 mars 1877. Instruction ministérielle, enfants du premier âge. Circulaire préfectorale du 28 février 1878, enfants du premier âge. Circulaire préfectorale du 31 mai 1879, protection des nourrissons. Circulaire ministérielle du 21 juillet 1882, enfants du premier âge. Circulaire ministérielle du 19 mars 1884, enfants du premier âge. Circulaire ministérielle du 19 juillet 1884, enfants du premier âge. Circulaire préfectorale du 25 janvier 1885, enfants du premier âge. Loi du 27 avril 1886, concession gratuite pour les enfants assistés, de terrains domaniaux. Circulaire ministérielle du 12 mars 1887, enfants du premier âge. Circulaire préfectorale du 31 mai 1887, enfants du premier âge. Loi du 24 juillet 1889, enfants maltraités ou moralement abandonnés. Circulaire préfectorale du 20 janvier 1893, enfants du premier âge. Loi du 21 novembre 1901 modifiant les articles 300 et 302 du Code pénal, infanticide, Jo du 22 novembre 1901. Loi du 8 décembre 1904, interdisant en France l'assurance en cas de décès des enfants de moins de 12 ans, Jo du 12 décembre 1904, titre seul. Loi du 2 juillet 1907 relative à la protection et à la tutelle des enfants naturels, Jo du 4 juillet 1907. Loi du 7 novembre 1907 modifiant l'article 331 du Code civil, en ce qui concerne les enfants adultérins, Jo du 9 novembre 1907. Loi du 11 avril 1908 concernant la prostitution des mineurs, Jo du 15 avril 1908. Loi du 15 juillet 1908 relative à la ratification de la Convention internationale de Berne sur le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie, Jo du 18 juillet 1908, titre seul. Loi du 30 avril 1909 relative aux travaux interdits aux femmes et aux enfants employés dans les établissements commerciaux, Jo du 2 mai 1909. Loi du 27 novembre 1909 garantissant leur travail ou leur emploi aux femmes en couche, Jo du 28 novembre 1909. Loi du 15 mars 1910 accordant un congé spécial de 2 mois, avec traitement entier, aux institutrices en couche, Jo du 18 mars 1910. Loi du 6 avril 1910 relative à l'interdiction de la vente et de l'importation du biberon à tube, Jo du 9 avril 1910. Loi du 22 décembre 1911 relative à la mise en vigueur de la Convention internationale de Berne sur le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie, Jo du 25 décembre 1911. Loi du 16 novembre 1912 modifiant l'article 340 du Code civil, reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle, Jo du 17 novembre 1912. Loi du 17 juin 1913 sur le repos des femmes en couche, Jo du 19 juin 1913. Loi de finances du 30 juillet 1913, articles 68 à 75, sur l'assistance aux femmes en couche, Jo du 31 juillet 1913. Loi du 15 juillet 1914 complétant la loi du 17 juin 1913 sur l'assistance aux femmes en couche, par une disposition donnant compétence au Conseil de préfecture pour statuer sur les contestations relatives au domicile de secours soulevées à l'occasion de l'application de cette loi. Jo du 17 juillet 1914. Éducation. Loi du 28 mars 1882 qui rend l'enseignement primaire obligatoire. Loi de finances du 31 mars 1903, article 2, Jo du 31 mars 1903, titre seul. Travail. Loi du 19 mai 1874. Loi sur le travail des enfants et des filles mineures et des femmes employées dans l'industrie. Décret du 27 mars 1874, manufacture. Décret du 12 mai 1875, mine. Décret du 13 mai 1875, manufacture. Décret du 14 mai 1875, manufacture. Décret du 22 mai 1875, travail de nuit et du dimanche.
Décret du 2 mars 1877, travail dans les verreries. Décret du 3 mars 1877, travail dans certains établissements industriels. Décret du 5 mars 1877, manufacture. Décret du 22 septembre 1879, établissement dangereux et incommode. Décret du 31 octobre 1882, manufacture. Décret du 31 octobre 1882 qui modifie celui du 13 mai 1875, manufacture. Décret du 31 octobre 1882. Décret du 26 janvier 1892, établissements industriels. Loi du 2 novembre 1892, établissements industriels. Décret du 3 mai 1893 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 novembre 1892, réglementation du travail des enfants du sexe masculin dans les mines, minières et carrières. Décret du 13 mai 1893, manufacture. Arrêté du 31 juillet 1894 relatif au travail des jeunes ouvriers et ouvrières âgés de moins de 18 ans, employés dans l'industrie. Décret du 26 juillet 1895 qui modifie les articles 1er, 3, 5 et 6 du décret du 15 juillet 1893 relatif au travail, dans certaines industries, des femmes et des filles âgées de plus de 18 ans. Loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis sur les enfants. Loi du 30 mars 1900 portant modification de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. Loi du 29 décembre 1900 fixant les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux indépendants. 3. Quelques lois de santé publique précieusement sélectionnées. Un certain nombre de ces lois émergeront, après de longs et difficiles combats au sein des chambres parlementaires. Les discussions à tous les échelons de la vie parlementaire aboutiront à des textes après 10 ans, 20 ans voire 30 années de discussions et d'études parlementaires progressant au rythme, parfois éteint, incertain, instabilité ministérielle et institutionnelle, ou encore enthousiaste des tribunes parlementaires. Souhaitant démontrer à la base la part d'engagement de ces médecins législateurs au Parlement entre 1870 et 1914, hygiénistes pour certains d'entre eux, et pour comprendre cette mouvance hygiéniste, il était nécessaire de prendre quelques exemples de thématiques sanitaires et de les analyser. Si mon ambition de recherche initiale était de vouloir analyser toute cette législation sanitaire, les matériaux d'archives à inventorier, à lire et à analyser pour une seule loi, m'a bien vite fait revoir en baisse cette ambition si démesurée. Une seule loi engendre bien des rapports et des discussions parlementaires qu'il faut passer au peigne afin de comprendre les actions, les motivations de chaque parlementaire, en portant une attention singulière à la population médicale. Ainsi ai-je sélectionné pour ce corps de thèse, 6 grandes lois illustratives des enjeux cruciaux de l'époque et démonstratives de l'engagement des parlementaires médicaux. Les thématiques de législation sanitaire qui ont été retenues pour la thèse sont les suivantes. 1. Le travail des enfants et des filles mineures dans l'industrie. Cadre de la législation du travail, loi de 1874. 2. Le travail des enfants et des femmes de l'industrie. Cadre de la législation du travail, loi de 1892. 3. L'hygiène et la sécurité des ouvriers. Cadre de la législation du travail, loi de 1893. 4. L'assistance médicale gratuite dans les campagnes. Cadre de la législation de l'assistance publique, loi de 1893. 5. Les accidents professionnels, cadre de la législation du travail, loi de 1898. 6. La protection de la santé publique, cadre de la législation sanitaire, loi de 1902. Pour tenter de justifier ce choix au détriment des autres lois sanitaires, il est possible d'affirmer que les questions de l'enfance ont immédiatement touché la sensibilité des parlementaires français de la Troisième République. Il faut bien affirmer que les problèmes de l'abandon, de l'errance, de la maltraitance des enfants ne sont pas les enjeux nouveaux singuliers de la Troisième République. Les pouvoirs publics, et à défaut les associations philanthropes et charitables,
traite le problème avant que cela ne devienne la préoccupation essentielle de l'assistance publique à partir de 1850, développant des structures d'accueil, de soins et d'éducation pour ces enfants mineurs. Les parlementaires de l'époque sont soucieux de la condition de l'enfance pour d'autres raisons. Rappelons que la guerre de 1870 vient de frapper, occasionnant des déperditions matérielles et humaines importantes, présentant des conséquences économiques, diplomatiques, militaires relativement désastreuses. Le tableau de guerre va se noircir pour les médecins, avec l'épidémie de variole qui handicape l'armée française pendant le conflit. Puis un autre problème de société vient se greffer, celui de la croissance démographique qui ne suit plus celle des autres puissances du monde. Le sentiment de déchéance nationale est alors très grand. L'humiliation est forte aussi. Les gouvernants ne veulent pas s'avouer vaincus pour autant, et vont s'appliquer à redonner le sens de la fierté nationale aux citoyens. La littérature de l'époque fleurit de petits manuels à destination de tous sur les valeurs patriotiques, commandités par le ministère de l'Instruction publique pour les bibliothèques scolaires, le ministère de la Marine pour les bibliothèques des équipages de la flotte, et la ville de Paris pour ses écoles par exemple. Les parlementaires sous la Troisième République, toutes professions confondues, oubliant pour quelque temps les priorités économiques et budgétaires urgentes du moment, vont se préoccuper de la dépopulation de la France. Et la question de santé publique sur le sujet va se traduire par une législation concrète du travail des enfants mineurs, qui avait pourtant déjà fait l'objet d'une loi en 1841, mais rapidement négligée tant la grosse industrie et l'activité artisanale ne pouvaient se priver des petites mains. Les parlementaires sont convaincus par le discours de leurs homologues médicaux et hygiénistes qu'il est nécessaire de respecter la croissance physique et morale du jeune individu pour qu'il devienne robuste au travail, bon père de famille et force vive de la nation. Les industriels l'ont très rapidement compris, dans l'intérêt de leurs entreprises. Le thème de la protection de l'enfance s'inscrit au cœur de la législation sanitaire, ouvrant à la population ouvrière l'éducation scolaire et par elle l'ascension sociale. Le débat législateur sur la fécondité et la maternité s'inscrit dans le cadre de cette réglementation du milieu professionnel ouvrier, qui va se généraliser à l'ensemble des professions féminines, pour générer toute une législation de protection salutaire et sanitaire de la condition féminine. La loi de 1892 sur la réglementation du travail des femmes dans les établissements industriels donnera naissance jusqu'en 1913 à 8 autres textes de législation touchant à la condition de la femme. Il est important de préciser que ces deux lois de protection relatives à l'enfant mineur, loi de 1874, et à la femme, loi de 1892, au travers de la réglementation du travail, sont les premières amorces d'une politique sociale au bénéfice des plus modestes ou des individus les plus vulnérables, mesures annonciatrices des assurances sociales qui posent les premiers jalons des apostrophes. Une véritable politique de santé publique, en France, même si elle ressortit du ministère du Travail créé en 1906 comprenant deux directions tutélaires concernées, celle de l'assurance et de la prévoyance sociale et celle de la mutualité. On parle alors de prévoyance et d'hygiène publique. Il faut attendre les années 1920 pour connaître le premier ministère de santé indépendant, détaché des questions du travail et de la population sous l'appellation « ministère de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociale », qui ne cessera dès lors de changer d'intitulé par la suite à chaque échéance présidentielle ou ministérielle. Les deux lois suivantes concernent les questions d'hygiène et de la sécurité des ouvriers, loi de 1893, et de la responsabilité des accidents professionnels, loi de 1898. Ces deux exemples répondent aux revendications des ouvriers salariés qui manifestent de plus en plus fréquemment leur mécontentement par des grèves, surtout depuis 1884, avec le droit de réunion, loi Valdez-Crousseau, qui va permettre l'émergence des syndicats. L'hygiène et la sécurité dans les travaux dangereux doivent préserver la santé des individus. La loi sur les accidents professionnels soulève non seulement la question de la responsabilité de l'ouvrier ou du patron, lorsque le premier commet ou subit un accident sur son lieu de travail, mais aussi l'interrogation sur l'assistance de l'individu en incapacité partielle ou permanente de pouvoir travailler. C'est toute l'amorce des assurances sociales qui est en jeu exposée ici avec le droit au secours à personne en danger, aux soins hospitaliers et aux pensions d'invalidité.
Ces deux textes témoignent de l'engagement des hygiénistes à organiser les lieux et les opérations de travail, pour garantir une efficience des gestes, une productivité de la manufacture et la salubrité des structures industrielles et économiques, pour préserver la santé de l'homme dans son environnement professionnel. Les manufactures et le travail en quantité peuvent être nocifs à l'individu. Enfin, cette thèse se propose de présenter deux autres illustrations de la législation sanitaire à travers deux thématiques qui peuvent se rejoindre bien que les finalités en soient extrêmement différentes. Il s'agit de la loi sur l'assistance médicale gratuite dans les campagnes, texte de 1893, et de la loi portant sur la protection de la santé publique, texte de 1902. La loi portant sur l'assistance médicale gratuite dans les campagnes aborde, comme son intitulé l'indique, toutes les questions des moyens matériels et financiers venant au secours des populations rurales indigentes d'un point de vue médical et sanitaire. L'individu sans travail qui ne dispose d'aucun subside pour se loger, se soigner peut bénéficier de cette aide. Cette loi a été conçue pour répondre à la pauvreté des populations rurales, afin que celles-ci n'émigrent pas vers les villes pour trouver travail et assistance. Elle donnera l'inspiration à d'autres lois sanitaires. Avec cette loi sur l'assistance médicale gratuite dans les campagnes, nous percevons toute la question de la prise en charge de l'individu par l'assistance publique, qui prend des formes différentes à la campagne. Création des bureaux de bienfaisance répartis dans les communes et à l'échelon des départements. Nous voyons alors que le gouvernement prend à la mesure de ses moyens et de ses préoccupations la volonté de traiter la pauvreté du pays, par l'intermédiaire des hospices civils et des hôpitaux. L'assistance publique représente une force majeure de politique sanitaire et sociale à vouloir porter secours aux plus déshérités. Pas seulement des enfants abandonnés ou maltraités, ni des vieillards ou des malades incurables, mais de toute une population indigente qui n'a pas les moyens de répondre aux exigences coûteuses de la vie. Ce texte de loi est précurseur de toutes les assurances sociales qui vont suivre relatives au chômage, à la santé et aux pensions de retraite ou d'invalidité. Au travers de cette loi de 1893, nous percevons toute la situation sanitaire et sociale du pays, venant à l'aide des plus démunis et qui répond à un certain nombre de poisons touchant à l'équilibre et l'harmonie d'une vie en société avec ses problèmes d'alcoolisation, de mauvaises mœurs, de délinquance, d'éducation, de traitements médicaux ou moraux, hôpitaux, hospices, casernes, prisons. Autant de problématiques sanitaires et sociales qui vont être traitées à la fin du XIXe siècle. Enfin, il était incontournable de présenter la loi de 1902 traitant de la protection de la santé, qui englobe l'ensemble de la législation sanitaire des 30 premières années de la Troisième République, puisqu'elle va chercher à régler le problème de l'insalubrité des logements donnant matière au débat parlementaire au sujet des logements à bon marché, le problème des épidémies avec les mesures de prophylaxie et de désinfection concernant l'individu et son environnement prises par le maire ou à défaut le préfet, nettoyage de la voirie, des habitations, installation du tout à l'égout, désinfection des logements atteints par une maladie contagieuse et lutte contre les maladies infectieuses. Cette loi va imposer la vaccination et la revaccination qui avaient été un échec jusqu'ici, pour rayer de la carte sanitaire le problème de la variole et imposer aux médecins l'obligation de déclarer les cas de maladies contagieuses, conformément à la loi Chevandier de 1892 à propos de l'exercice de la médecine. Ce texte de 1902 permet une certaine orchestration en matière de pouvoir sanitaire. Les responsabilités locales reviennent au maire, à défaut au préfet, et les institutions hygiénistes dotées d'une reconnaissance qualifiée interviennent dorénavant dans un cadre législatif défini et approprié. En cas de crise épidémique ou de problème sanitaire à traiter, chaque acteur institutionnel, administratif ou hygiéniste peut s'appuyer sur une législation prophylactique ou thérapeutique. Ainsi, les actions de santé publique s'exercent à l'échelon local des communes, des cantons, des départements puis à l'échelle nationale par les tutelles ministérielles concernées et les hautes institutions hygiénistes et médicales, Conseil national d'hygiène publique consultatif de France, Académie nationale de médecine. La loi de 1902, source génératrice dans les années suivantes d'une multitude de textes législateurs, anime les hommes politiques au travers des graves problèmes médicaux ou de santé publique, donnant des idées ambitieuses de société meilleure, plus confortable et plus saine, par exemple, à un Georges Clemenceau, grande figure de la Troisième République.
Docteur en médecine en 1865, il pratiquera la médecine jusqu'en 1885. Maire du 18e arrondissement de Paris, puis président du conseil municipal de Paris au début de ce nouveau régime politique, il siégera à l'extrême gauche en tant que républicain radical, de 1876 à 1893 à la Chambre. Puis entre 1902 et 1920, il sera sénateur du département du Var pendant 18 ans et il sera nommé président du Conseil, une première fois le 26 octobre 1906, occupant le poste jusqu'en 1909, puis une deuxième fois le 16 novembre 1917, conservant le poste jusqu'en 1920. Le docteur Georges Clémenceau n'est pas connu pour avoir gouverné la France au début du XXe siècle et incarné l'image du ministre de la guerre pendant le conflit de 1914 à 1918. Il reste avant tout le médecin qui appuiera la création des sanatoriums pour les tuberculeux en ce début de siècle et sera le défenseur du projet sur l'obligation de déclarer la tuberculose. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.